Bonjour chers collègues, bonjour très chers abonnés. J'espère que vous allez très bien. C'est Jansin Kunga. Je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP et formateur des logiciels du génie civil. Aujourd'hui, je vais vous présenter une formation rapidement. Nous allons justement faire l'étude d'une poutre hyperstatique. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer la poutre en question. Voilà. Donc nous allons faire l'étude de cette poutre hyperstatique et l'intitulé de notre formation d'aujourd'hui, c'est étude d'une poutre hyperstatique dont nous allons calculer les réactions d'appui ainsi que les diagrammes des moments, l'effort normal ainsi que l'effort tranchant. Donc c'est bien écrit, étude d'une poutre hyperstatique et calcul des éléments de réduction MNT. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors je peux vous montrer les projets premièrement sur AutoCAD. C'est là où je tracé les projets en question. Voilà les projets là. Voilà. Et ici nous avons un encastrement à ces niveaux, un appui encastré. À ces niveaux ici donc nous avons trois inconnus, nous les savons très bien. Nous avons donc premièrement l'inconnu au sens vertical dans VA. Et au sens horizontal également, HA, mais aussi nous avons un moment à ces niveaux. Et ici, nous avons un autre appui, B, et troisième appui également, c'est C, et enfin, nous avons le quatrième appui, 2. Donc, nous avons une poutre à trois travées, donc première travée, AB, deuxième travée, ça fait BC, et troisième travée, c'est C2. Alors, première travée, nous avons 3,50 m. Deuxième travée, nous avons donc 5 mètres. Troisième travée, enfin, nous avons 3,50 m. Alors, les cumuls de notre portée, ça nous fait directement 12 mètres. Alors, c'est ce que nous allons étudier. Nous allons faire ça rapidement sur robot. Alors, j'espère que vous êtes en train de voir que première travée ici, nous avons donc un moment de torsion. Dans notre poutre subit la torsion du début jusqu'à la fin. Donc ça commence à partir du deuxième appui, l'appui B, jusqu'à la fin au niveau de l'appui de l'encastrement donc A. Donc cette travée subit donc la torsion du début jusqu'à la fin. Alors je vais vous montrer comment peut-on insérer directement cette charge de torsion. Et à part ça aussi, le deuxième appui ici, nous avons donc une charge concentrée au milieu, donc à une distance de 2,50 m, puisque la travée donc numéro 2, c'est 5 mètres, divisé par 2, ça fait 2,50 m. Alors nous avons appliqué donc la charge concentrée au milieu, donc à une distance de 2,50 m, et mais c'est une charge concentrée inclinée. L'angle d'inclinaison est de 45 degrés. Alors je vais vous montrer également comment vous pouvez insérer ça rapidement sur RoboByte. Et troisièmement ici, dans la toute dernière travée ici, troisième travée, donc nous avons une distance de 3,50 m. Vous voyez, 3,50 m. Dernière travée, nous avons une distance de 3,50 m. Et nous avons donc une charge uniformément répartie, mais triangulaire. Une charge uniformément répartie triangulaire. À ce niveau ici, ça nous fait 0, donc la valeur à ce niveau est nulle au niveau de l'appui C, la valeur au niveau de l'appui D également est nulle, mais au milieu ici, à une distance, donc vous allez prendre 3,5 divisé par D, ça nous fait directement 10 kN par mètre. Alors au niveau des chargements, nous avons deux types de chargements. Donc le G que je viens de mettre ici, ça représente une charge permanente, et les qui ici, ça représente une charge d'exploitation. Justement, c'est pour dire que la charge permanente est égale à la charge d'exploitation, qui est égale à 10 kN par mètre. Alors ici, au niveau de la charge concentrée, mêmement, donc G et qui nous fait 2,50 m, donc 2,5 kN. Alors ici, enfin, au niveau de moment de torsion ici, donc G et qui est égal à 4 kN par mètre. Alors voilà, c'était juste pour vous expliquer premièrement la configuration de
de notre poutre hyperstatique et nous allons modéliser rapidement ces RoboByte. Alors je peux vous montrer ça également ici, c'est la même chose, vous voyez. Donc à partir d'ici, vous avez la possibilité même de d'écrire si vous souhaitez le faire. Je peux prendre ça. Donc à ce niveau, retenez que ici est égal à 0. Donc ici nous avons 0. Pourquoi? Puisque nous avons une charge, une format répartie, mais de la forme triangulaire. Donc ce triangulaire ici. Donc ici au niveau de l'appui C, c'est 0. Au niveau de l'appui D également ici c'est 0. Mais au milieu ici, ça nous fait 10 kN par mètre. Vous voyez? Donc en fait c'est ça. Alors par rapport aux questions, bon, j'ai pas voulu répéter les questionnements ici, puisque nous allons faire la même chose. C'est comme la formation que je vous avais présentée, je crois que c'était hier ou l'avant-hier. On avait donc calculé les éléments de réduction et pour une poutre isostatique et qui avait une charge concentrée. Alors nous allons prendre tout simplement le même question et que nous allons répondre également ici pour notre poutre hyperstatique. Mais sauf que la configuration de chargement qui n'est pas la même. Alors sans plus tarder, je peux vous montrer quelques questionnements. Voilà. Donc ne prenez pas les titres, mais nous allons prendre que les questions. La première question que nous allons faire l'effort de répondre premièrement. Je vais vous montrer ça très bien. Donc c'est, nous allons calculer les éléments de réduction MNT et leur diagramme, ainsi que la déformée du moment. C'est ce que nous allons calculer. Deuxièmement, nous allons trouver la valeur des moments à une distance qui varie, x qui est égal à 1,80 m. À 1,80 m, soit on peut vérifier même jusqu'à 2 mètres, ça dépend, mais l'énoncé c'est la même. Troisièmement, nous allons trouver les réactions aux appuis. Au niveau de réactions aux appuis, je vais vous montrer quelque chose ici. C'est pour cela que je n'ai pas voulu donc différencier. Je n'ai pas voulu donc différencier les chargements. Donc charge permanente et charge d'exploitation. Je mets toujours idem. Donc ça dit je mets le même chargement. Donc 2.5 pour les D. Je vais vous montrer pourquoi je fais ça comme ça. Je vais vous montrer quelque chose au niveau donc de réactions aux appuis. Troisièmement et quatrièmement, nous allons trouver les diagrammes des contraintes max et min. Donc voilà en fait ce que nous allons faire. Alors ici, c'était en décanewton. Bon, pas de problème, on peut considérer toujours en décanewton. Ou alors vous avez la possibilité même de trouver ça soit en newton-mètre par mètre carré, donc ça dépend. Mais on peut trouver le diagramme des contraintes ainsi que ses valeurs en décanewton par centimètre carré. Donc voilà. Alors sans plus tarder, nous allons passer directement à la modélisation. Nous allons passer directement à la modélisation afin que nous puissions donc modéliser notre poutre hyperstatique. Voilà. Alors je suis là, je cherche l'interface robot, je cherche l'application, donc voilà, je suis là. Alors voilà, donc je clique, je prends robot. Alors à ce niveau, qu'est-ce que je fais ici? Je viens, je prends piste. Je prends piste. Voilà, donc à partir d'ici, je vais sélectionner les projets. Les modèles des projets et en question que moi je vais directement modéliser. Je viens ici, donc je prends étude d'un parti plan, puisque je suis en 2 dimensions, donc X et Z. Je prends ça. Je vais patienter. Je patiente. Je vais patienter le temps que les logiciels s'ouvrent. Et puis je vais directement modéliser ma poutre. Voilà. Je fais premièrement clic droit pour annuler la rotation. 3-2. Clic droit. Voilà. Et puis je peux directement modéliser ma poutre. Voilà. Je vais modéliser donc ça. Mais avant de modéliser, je vais d'abord paramétrer les unités. Alors retenez que l'unité de la force ici c'est kN. Alors l'unité de longueur ici donc c'est le mètre. C'est ce que je vais paramétrer. L'unité de la contrainte, on avait opté pour décanewton par centimètre carré. C'est ce que je vais paramétrer tout à l'heure. Alors pour faire ça c'est simple, je prends outils, je descends un tout petit peu, je prends unité formant, je clique là-dessus. Alors unité formant dimension, je laisse mettre par défaut, c'est bon. Force ici. Je vais faire ça un peu rapidement puisque c'est simple, c'est ce qu'on avait fait précédemment.
Ici, force, ici, je vais changer. Donc, c'est kilonewton. Donc, je laisse kilonewton puisque je suis en kilonewton. Et puis, je descends, je prends moment, ça sera kilonewton mètre. Donc, c'est bon. C'est bon. Par défaut, kilonewton mètre. C'était juste pour vérifier. Unité de force kilonewton, unité de longueur, ça fait mètre. Je laisse ça comme ça et puis je ferme. Alors, à ce niveau ici, contrainte, bon, ça dépend. J'ai la possibilité de modifier. Alors, comme on a souvent l'habitude d'utiliser le décanewton par centimètre carré, alors cette fois-ci je peux laisser comme ça. Donc je prends je peux laisser ça comme ça par défaut, ça dépend. Ou alors si vous souhaitez changer, bon, on peut toutefois prendre des décanewton comme d'habitude. Je prends des décanewton par centimètre carré, vous voyez, par centimètre carré. Donc retenez que nous sommes en train de travailler avec des unités de la contrainte des décanewton par centimètre carré, et puis je fais OK et enfin je ferme. Voilà. Alors je peux passer directement à la modélisation. Avant de prendre mes lignes de construction, je vais jeter un coup d'œil. Voilà. Donc je vais retenir que première travée ça me fait 3,50 m, deuxième ça fait 5 mètres, troisième ça fait 3,50 m. L'équimile ça me fait directement 12 mètres. C'est ce que je vais produire à ce niveau. Je clique. Voilà, je vais prendre ligne de construction. Je prends donc définition des axes. Je clique là-dessus. Voilà, je suis au niveau des coordonnées cartésiennes. Je suis au niveau des coordonnées cartésiennes. Prochainement, je vais vous montrer comment peut-on introduire les lignes de construction pour les coordonnées cylindriques, mais aussi lignes arbitraires. Alors à ce niveau ici, je vais directement ajouter. Dans position, je laisse par défaut 0, 0. Répéter espacement combien de fois. Première travée, ça me fait 3,50 m, donc ça sera une seule fois. Espacement, je mets directement 3,50 m. Voilà, je mets 3,50 m et puis j'ajoute. Ça dépend, vous avez la possibilité de changer le libellé. Je prends ABC, voilà, ça s'est modifié de soi-même, AB. Alors, ça c'est première travée, deuxième travée ça me fait combien? Ça fait 5 mètres. Deuxième travée ça me fait 5 mètres. Mais attention, déjà je sais qu'au niveau du deuxième travée de 5 mètres, j'ai une charge concentrée que je vais appliquer au milieu à une distance de 2,50 m. Alors, au lieu de prendre directement 5 mètres, j'ai la possibilité de diviser les 5 mètres, de prendre 5 mètres divisé par D pour avoir directement 2,50 m. Alors, c'est-à-dire quoi? J'introduis donc, répéter des fois, espacement, 2,50 m pour me faire directement 5 mètres. Voilà, donc je mets 2,50 m, D.5, voilà, D.5 des fois, et puis j'ajoute. Ça me fait déjà 5 mètres. Donc je suis déjà à une distance de 8,50 mètres. Si vous prenez 5 mètres plus 3,50 mètres, ça donne directement 8,50 mètres. Donc je suis dans les bons. Alors troisième travée, ça me fait 3,50 mètres. Alors je viens ici, je prends, je descends, répéter une seule fois. Espacement 3,50 mètres. Voilà, je fais OK. Et puis j'ajoute encore. Le kimil, ça me fait directement 12 mètres. Alors si vous vérifiez le kimil de notre poutre, ça nous fait également 12 mètres. Donc jusqu'à là, nous sommes dans les bons. Et puis je rentre sur robot. Je passe maintenant dans Z. Je suis dans Z. Dans Z ici, je vais voir, je suis en train de faire un projet. En hauteur, je n'ai rien. Donc le Z égale à 0. Donc je laisse par défaut comme ça. Répéter X 0 fois, espacement 1. Et puis j'ajoute. Vous êtes obligé d'ajouter, puisque si vous n'avez pas ajouté, lorsque vous allez appliquer, vous n'aurez pas vos lignes de construction. Je répète, je suis au niveau des coordonnées cartésiennes. Alors, une fois j'ai ajouté, puis j'applique. Voilà. Je viens d'obtenir mes lignes de construction. Alors, je passe directement à la modélisation. Je vais faire comment pour modéliser directement ma poutre hyperstatique. Alors, je viens ici. Je prends cette fois-ci barre. Je clique là-dessus. Voilà, je suis au niveau des barres. Alors, j'ai la possibilité, premièrement, de vérifier les informations de barres. Caractéristiques ici, type dont type c'est barre, c'est bon. La section, c'est IP100, ça dépend. Alors, vous avez la possibilité de changer. Si vous souhaitez peut-être avoir d'autres sections, hormis les IP100, vous cliquez tout simplement ici. Une fois vous cliquez, patientez. Voilà, à partir d'ici, vous avez la possibilité de faire votre choix. Si vous souhaitez utiliser tout simplement les IP, vous prenez d'abord IP, et puis vous venez ici, la famille, vous allez voir, vous avez la possibilité de choisir les IP, vous prenez soit IP,
À partir d'ici, vous faites les choix. Soit vous prenez IP 270, IP 220, IP 120, IP 80, donc ça dépend de vous. Alors comme je suis en train de faire un projet, je suis en train de calculer les éléments de réduction. Pour moi, ce qui est important pour moi, c'est que je puisse avoir les diagrammes de MNT, mais aussi les diagrammes de contraintes ainsi que ce valeur. Donc, le poids propre, d'ailleurs, j'ai la possibilité de le négliger. Donc, ça vaut pas la peine de changer la section ou le matériau. Donc, je laisse tout par défaut. C'était juste pour vous montrer comment vous pouvez le changer. Donc, je laisse section IP100. Le matériau, par défaut, je laisse toujours acier. Je vais directement modéliser. Je viens ici. Je clique premièrement ici, premier point. Et puis, je clique ici, deuxième point. Deuxième point. Voilà. Alors, pour continuer à cliquer directement, vous pouvez cocher directement ici. Je prends étirer. Une fois, je prends étirer. Et puis, je viens ici. Je peux cliquer directement ici au troisième point à une distance de 2,50 m. Puisque je sais très bien qu'à ce niveau, je vais appliquer une charge concentrée. La charge concentrée est obligatoirement appliquée au niveau de nœud. Donc, je suis censé de cliquer ici pour avoir directement un nœud, là où je vais appliquer ma charge concentrée. Mais par contre, il y a plusieurs possibilités également. Vous avez la possibilité d'ajouter même le nœud prochainement, même après. Si vous souhaitez tracer directement par rapport à la configuration de votre projet, comme ici à ce niveau ici. Donc, on avait tout simplement 3 travées, ça dit première travée, deuxième, ça nous fait 5 mètres directement. Alors là, vous avez la possibilité aussi de le faire ici. Je viens, je prends directement 5 mètres. Et enfin, je clique, je prends 3,50 mètres. Et puis, je ferme. Voilà, vous avez la possibilité donc de cliquer sur croquis de profilé pour avoir la section. Voilà la section de mon IP 100. Voilà. Donc, je viens déjà donc de modéliser et ma poutre. Et après ça également, je vais passer maintenant au niveau des appuis. Je vais passer au niveau des appuis. Je vais faire comment pour avoir mes appuis. Je peux commencer à partir d'ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais choisir les appuis. Je viens ici, je prends appui. Voilà, je prends donc appui. C'est ce que je vais appliquer à ce niveau. Je vais cacher d'abord la section. Je clique là-dessus. Alors, à ce niveau ici, nous avons, ce sont des appuis mobiles. Ce sont des appuis mobiles que je vais appliquer à ce niveau. Voilà. Donc, appui mobile, c'est ce que je vais appliquer à ce niveau. Donc, à notre niveau ici, l'appui mobile, nous avons une seule inconnue. Donc, je prends. C'est ce que l'appui mobile, c'est ce que le robot appelle ici appui simple. Nous avons une seule inconnue. Tandis que l'appui fixe, c'est ce que le robot appelle rotule. Donc, je prends tout simplement appui mobile. Donc, je prends ça. Je clique premièrement ici. Premier appui. Deuxième appui, je suis là. Deuxième appui. Troisième appui, c'est pas ici, mais c'est directement ici. Vous voyez, directement ici. Donc, il faut voir premièrement la configuration de notre poutre. Voilà, donc 1, 2, 3. C'est ce que je viens donc d'illustrer déjà ici. Je viens de mettre dans mes 3 appuis. Alors, ça reste maintenant d'insérer directement mon encastrement. Vous voyez, c'est ce que je vais insérer maintenant à ce niveau. Voilà. Donc, je vais insérer directement un appui encastré à ce niveau. Mais je vais vous montrer quelque chose à ce niveau. Donc, ça veut dire quoi? Pour ajouter directement un appui encastré ici, premièrement, il faut voir la direction de cet appui. Je fais comment pour changer la direction de l'appui? Donc, je viens ici. Je vais prendre directement, je vérifie d'abord la configuration de la poutre hyperstatique. Mais vous allez remarquer à ce niveau, c'est un encastrement bien sûr. Mais l'angle formé avec notre encastrement, c'est un angle de 90 degrés. C'est un angle de 90 degrés. Pourquoi? Puisque l'encastrement, donc c'est sous forme d'une poutre console. Donc c'est encastré au niveau de mire. Donc on suppose que nous sommes en train donc de traiter un cas d'une poutre hyperstatique dont l'encastrement est collé au mire. Donc je peux représenter ça ici. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc ce n'est pas un encastrement de la sorte. Je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est différent avec ça. Supposons qu'on avait un encastrement pareil. Voilà, un encastrement pareil donc au niveau de notre sol. L'encastrement peut être comme ça. Vous voyez, peut être comme ça par exemple. Donc supposons que ici nous avons un point dans l'appui, par exemple le point A. De l'autre côté nous avons le deuxième point, point B.
Voilà, donc il y a possibilité de trouver aussi un cas où vous avez des encastrements. Dans le D, l'appui A, tout comme l'appui B, sont des encastrements, mais sauf que ça se diffère au niveau des angles. Donc ici, l'angle est normal, mais de l'autre côté, vous avez un angle de 90 degrés. Alors, c'est-à-dire que par rapport à la configuration de notre projet également, l'angle formé ici, l'angle formé de la poutre, donc première travée avec notre encastrement, nous avons un angle de 90 degrés. Voilà l'angle de 90 degrés, donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez insérer ça directement à partir de logiciel RoboByte structural, l'angle de 90 degrés. Donc c'est ce que nous allons faire rapidement de manière à ce que nous puissions respecter vraiment la configuration de notre poutre hyperstatique. Alors j'y suis là, voilà, donc je vais insérer directement l'encastrement au niveau de l'appui A. Alors je fais comment ici? Premièrement, je vais sélectionner d'abord l'encastrement, je prends l'encastrement. N'oubliez pas qu'au niveau de l'encastrement, nous avons donc trois inconnus. Premier inconnu, donc vertical, qu'on peut appeler directement le VA. Deuxième inconnu, c'est dans le sens horizontal, qu'on peut appeler HA. Le troisième, nous avons donc les moments. Alors, premièrement, je vais sélectionner l'encastrement. Je viens ici. Je prends définir un nouvel appui. Je clique là-dessus. Alors, j'ai la possibilité d'insérer aussi les noms. Je peux écrire quoi? Ça dépend. Premièrement, je mets tout simplement appui. Je peux écrire appui encastré. Voilà. Voilà, j'écris appui encastré. Et puis, je mets directement l'angle. Donc, l'angle, c'est 90 degrés. Je mets 90 degrés ici. Voilà, ça ne sera pas négatif. Puisque si vous mettez moins 90 degrés, ça va tourner dans l'autre sens. Donc, moi, je vais vraiment avoir la configuration normale par rapport à ma poutre. Donc, je mets tout simplement 90 degrés. Et puis, je fais quoi? Je viens ici, je vais cliquer, là on a écrit direction, je clique là-dessus. Je vais directement insérer l'angle. L'angle bêta ici, c'est par rapport à axe. Par rapport à notre axe dont je mets, ça sera 90 degrés. 90 degrés, puis je clique sur OK. Et puis je vais ajouter. J'ajoute, et puis je ferme. Voilà, donc je viens d'obtenir l'encastrement avec un angle de 90 degrés. Je prends ça directement, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, maintenant c'est bon. En vérifiant, vous allez voir que nous avons textuellement respecté la configuration de notre poutre hyperstatique. Voilà. Alors, je vais vérifier maintenant, je vais faire une vérification de la cotation. Je peux faire comment pour coter? Je viens ici, je prends outils, je prends cotation. Alors, ça sera toujours cotation linéaire. Je fais défiler ça un tout petit peu. Je clique premièrement ici au niveau de l'appui A. Deuxième appui, je descends un tout petit peu. Ça me fait 3,50 m. Je clique à nouveau ici. Alors, à partir d'ici, je peux cliquer directement. Ou alors, je peux faire quoi? Bon, je clique directement par rapport à la configuration. Donc, je viens ici. Ça me fait 5 mètres. Et enfin, je clique là. Je descends. Je vais corriger ça rapidement. Voilà. J'active, je clique ici, je prends ça, je descends, ça fait 3,50 m. Alors je vais voir maintenant l'équimile. Voilà, l'équimile, ça me fait directement 12 mètres. Donc c'est pour dire que tout est correct. Donc vous avez la possibilité de faire la contre-vérification. En faisant la contre-vérification, nous remarquons que tout a été donc bien fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis je ferme. Voilà, je peux fermer ça. Alors maintenant j'ai la possibilité d'insérer maintenant mes chargements. Alors je vais faire comment pour insérer mes chargements? Voilà. Vous allez remarquer qu'à ce niveau, donc définir charge ne sera pas donc vous n'aurez pas la possibilité de cliquer directement ici. C'est figé. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas encore défini les cas de charge. Alors je clique d'abord ici sur cas de charge. Je vais définir d'abord les cas de charge. Premier cas de charge, ça sera une charge d'exploitation que je vais abréger tout simplement par la lettre G, telle qu'elle est représentée dans notre poutre. Et puis j'ajoute. Voilà. J'ajoute. Et ça vient de prendre également les poids propres en question. N'oubliez pas que le premier cas de charge que vous définissez lorsque vous êtes en train de faire un projet sur robot prend directement les poids propres en considération. Alors déjà, moi, je vais prendre la charge d'exploitation. Je prends charge d'exploitation que je peux abréger par la lettre qui. Et puis j'ajoute. Voilà.
les deux cas de charge sont là. Vous allez remarquer ici, donc vous avez premièrement les noms des cas de charge. Vous avez la nature. Première, c'est permanente. Troisième, c'est l'exploitation. Type d'analyse également. Donc, c'est statique linéaire. Voilà. Et puis, je ferme ça. Je ferme, c'est bon. Alors, à partir d'ici, maintenant, je peux définir directement. Je peux directement introduire mes chargements. Voilà. Je commence d'abord avec ces travées. Première travée ici. Qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici, je vais changer. Première cas de charge, je vais voir. Voilà. N'oubliez pas qu'à ce niveau, nous avons premièrement les G, qui représente la charge d'exploitation, et puis qui représente plutôt la charge permanente, et puis nous avons le qui représente la charge d'exploitation. Alors je vais commencer d'abord avec le G, donc je prends G, charge permanente. Je viens ici, je prends définir charge, je clique là-dessus. Alors, première cas de charge, premier chargement ici, c'est quoi? Je vais vérifier encore. Donc, c'est une charge, c'est un moment de torsion. Dans notre poutre à ce niveau, c'est travé subit la torsion du début jusqu'à la fin de 4 kN par mètre. C'est ce que je vais insérer. Donc, je suis là. Je vais chercher ça. Je viens sur barre, je clique. Et puis, je viens ici, je prends moment réparti. Voilà, je prends moment réparti. Je vais cliquer là-dessus, je clique. Et puis, je vais directement insérer sa valeur. Alors, attention, je ferme d'abord, je ferme ça, puisqu'apparemment c'est sélectionné. Voilà, c'est bon. Je reprends, je prends charge, je prends barre, moment réparti, je clique. Alors, je vais introduire directement sa valeur ici. Ça me fait combien? Vous allez voir que c'est 4 kN par mètre. C'est ce que je vais insérer. Je mets tout simplement ici 4. Voilà, je mets 4. Et puis, j'ajoute. À partir d'ici, vous avez la possibilité soit de numéroter aussi les barres, numéro de barres, donc ça c'est première barre, donc barre in, je fais ça, je vais mettre tout simplement 1, et puis j'applique, vous voyez, et puis j'applique. Alors quand j'applique, voilà ce que j'obtiens. C'est comme j'avais dit, donc les cas que nous sommes en train de traiter, notre travée, première travée, subit donc la torsion du début jusqu'à la fin. Donc subit la torsion à partir de deuxième appui, l'appui B, jusqu'à l'appui A dans l'encastrement. Voilà, donc tout est bien. Et puis, je peux fermer. Mais je vais vous montrer une chose. Vous allez remarquer qu'à ce niveau, en prenant un moment réparti ici, je n'ai pas introduit les signes moins. Pourquoi je n'ai pas introduit les signes moins? Pour respecter beaucoup plus le sens de chargement, tel que ça a été repris par rapport à la configuration. Voilà, donc c'est positif. Donc ça va ça va du gauche vers, donc ça va du droite vers gauche. Donc c'est positif. Vous voyez? C'est pour cela que je n'ai pas voulu donc insérer les signes moi ici. Donc c'est bon. Et puis je ferme ça. Je peux fermer. Alors pour apparaître directement les chargements, donc je clique ici. Et puis vous avez la possibilité de voir aussi sa valeur. Vous voyez? Et puis je peux cacher dans le numéro de barre. Voilà. Mais n'oubliez pas que ce que nous venons d'ajouter ici, c'est la charge d'exploitation. Alors, je vais aussi insérer la charge d'exploitation pour la charge concentrée ici. Voilà, pour la charge concentrée. Voilà. Et l'angle ici, c'est 45 degrés. 45 degrés. La valeur, c'est 2,5 kN. Donc, je fais la même chose. Je suis là. Je prends, donc, définir charge. Voilà, je suis là. Deuxième travée, définir charge. Je viens ici, je prends, donc ça sera ce nœud, puisque je vais appliquer ça au niveau de nœud. Mais il y a un petit souci à ce niveau. Voilà. Normalement, je vais appliquer ça ici. Donc ça sera appliqué au niveau de nœud. Mais vous allez remarquer chez nous ici, il n'y a pas un nœud à ce niveau. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis obligé d'insérer d'abord un nœud ici. Alors je vais faire comment pour insérer un nœud? Voilà, c'est simple. Je viens ici, je prends nœud, je clique ici. Et puis je viens directement insérer ça ici. Voilà, et puis je clique. Donc je viens d'insérer directement un nœud. Vous allez remarquer qu'il y a un nœud ici, numéro 5. Voilà, si vous voulez voir ça bien, c'est possible de numéroter. Quand je clique ici, numéro de nœud, vous allez voir que c'est un nœud numéro 5. Voilà. Alors je vais maintenant appliquer ma charge concentrée à ce niveau. Je viens ici, je prends définir charge, je clique. Je vais prendre, donc, je prends force nodale. Je clique là-dessus.
Alors, je vais introduire directement sa valeur. Ça me fait combien? C'est 2,5 kN. Je viens ici dans Z. Je vais insérer 2,5 kN. Vous voyez? Mais à ce niveau, ça sera négatif, puisque donc la charge va de haut vers le bas. Donc ça sera négatif. Je mets ça comme ça, et puis je fais OK. Voilà. Alors, deuxièmement, je vais insérer l'angle. L'angle formé, c'est un angle de combien de degrés? C'est un angle de 45 degrés. C'est ce que je vais ajouter directement ici. Donc, je mets directement l'angle de 45 degrés. Et puis, j'ajoute. Je vais insérer tout simplement le numéro de nœud sur le numéro 5. Et puis, j'applique. Vous voyez, quand j'applique, j'obtiens directement ma charge concentrée. C'est toujours la charge permanente. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de cacher le numéro de nœud. Voilà. Voilà. Donc, je suis déjà à ce niveau. Alors, troisièmement, maintenant, je vais appliquer la toute dernière chargement. Donc, cas de charge uniformément répartie, mais triangulaire. Alors, je suis là. Pour faire ça, je fais comment? Je ferme ça. Je clique toujours ici, définir charge. Je prends barre. Mais cette fois-ci, je ne peux pas prendre charge uniforme. Vous voyez, donc je ne prends pas charge uniforme, mais je vais prendre plutôt, je prends charge trapézoïdale. Trapézoïdale, je clique là-dessus. Je clique. Alors, type ici, je vais modifier. Alors, comme je suis en train de faire une charge, donc d'appliquer une charge triangulaire, je clique ici, je vais prendre charge trapézoïdale 3P. Je prends ça. Je vais directement insérer ces valeurs. À ce niveau ici, au niveau donc de la pluie 2, je crois que c'est la pluie 2, c'est la pluie C. Voilà, au niveau de la pluie C ici, c'est 0, donc ça sera P1 égale à 0. Vous voyez, et PD ici, c'est ce que nous allons donc insérer. La valeur de PD, ça nous fait combien? 10 kN par mètre. C'est ce que je vais insérer ici. Je double-clique, je mets 10 kN par mètre, ça sera négatif. Je mets négatif. Voilà. Et puis 3P ici, c'est 0. Voilà, c'est 0, donc c'est bon. Et puis j'ajoute. J'ajoute. Dans le repère toujours global, j'ajoute. Et puis je vais insérer le numéro des barres. Le numéro des barres, c'est quand tu as une barre, je crois que c'est troisième barre. Je mets ici 3. Et puis j'applique. Voilà. J'applique. Quand j'applique, je viens d'obtenir directement ma charge uniformément répartie. Voilà. Donc, je viens de charger déjà ma poutre hyperstatique avec la charge permanente. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. C'est ce que je viens donc de faire. Voilà. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais maintenant insérer donc le chargement du côté exploitation. Donc voilà, nous allons continuer notre formation tout à l'heure, puisque nous sommes déjà aux 33 minutes. La première partie, j'espère qu'on peut arrêter ici. Merci de votre disponibilité et passez une excellente journée. On continue la deuxième partie tout à l'heure. Merci et au revoir.